Merci d'écouter Africa 7, 90.7 FM. Dans quelques instants, le journal. Merci d'écouter Africa 7, 90.7 FM. Dans quelques instants, le journal. Merci d'écouter Africa 7, 90.7 FM. Dans quelques instants, le journal. Merci d'écouter Africa 7, 90.7 FM. Dans quelques instants, le journal. Merci d'écouter Africa 7, 90.7 FM. Dans quelques instants, le journal. Voilà, et vous nous suivez sur la 90.7 pour la radio, le groupe Solo Media Africa. Africa 7 également disponible sur le canal 7 de la TNT. Devant ce micro, Birahim Touré en compagnie des deux Mohamed. Bienvenue, tout de suite, voici le journal. Pape Mahawa Diouf placé sous mandat de dépôt, ou plutôt placé en garde à vue, autant pour moi, ce lundi par les services de cybersécurité. À l'origine, une plainte déposée contre lui par Jean-Michel Sen, directeur général de l'ASER. L'affaire fait suite à des déclarations de Pape Mahawa Diouf dans les locaux de la cybersécurité. Le juge d'instruction a lui également placé sous mandat de dépôt l'épouse de Madiambal Diagne, mais également ses deux enfants et son marabout. Ce dernier a été arrêté à Thiès par la division des investigations criminelles. Madiambal Diagne, auteur principal présumé, lui toujours en fuite en France. Et nous parlerons de la fièvre de la vallée du Rift avec les cas qui sont positifs et le bilan qui s'alourdit. 8 morts, 24 cas positifs recensés. Les cas de contamination se multiplient dans la région. La page des sports, la revue de la presse, la page inter également, à suivre dans ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. L'actualité sur la 90.7, vous nous suivez également sur Africa 7, le canal 7 de la TNT. Pape Mahawa Diouf a été placé en position de garde à vue ce lundi par les services de la cybersécurité. Une mesure qui intervient dans le cadre d'une plainte déposée contre lui par Jean-Michel Chen, directeur général de l'Agence sénégalaise d'électrification rurale ASER. L'affaire se fait suite à l'audition de Pape Mahawa Diouf, auditionné dans les locaux de la cybersécurité. Il parle de surfacturation et même de détournement de plusieurs milliards imputés à l'ASER. Nous reviendrons sur cette information dans nos prochaines éditions. Le juge d'instruction du premier cabinet près le pôle judiciaire financier a lui inculpé et placé sous mandat de dépôt l'épouse de Madiambal Diagne, ses deux enfants, mais aussi son marabout. Ce dernier a été arrêté à Thiès par la division des investigations criminelles. Ils sont tous poursuivis pour association de malfaiteurs, escroquerie portant sur les deniers publics et blanchiment de capitaux commis par un groupe criminel organisé. Et nous parlons, je vous le disais en titre, de la fièvre de la vallée du Rift, avec le bilan qui s'est alourdi à Saint-Louis. 24 cas positifs ont été recueillis et recensés, dont 8 décès. Les cas de contamination se multiplient dans la région, selon notre correspondant sur place, Paprali Louba. Suite à la multiplication des cas de contamination de la fièvre de la vallée du Rift, le ministre de la Santé, Dr Ibrahim Ossi, s'est déplacé jusqu'à Saint-Louis pour s'enquérir de la dernière situation. Lors de cette visite, il a évoqué les mesures à prendre pour éradiquer la maladie. Nous sommes venus à Saint-Louis pour observer et constater les cas de contamination qui nous ont été parvenus. Aux dernières nouvelles, nous avons enregistré 24 cas de fièvre de la vallée du Rift, dont 8 décès, ce qui nous a permis de prendre les mesures suivantes. D'abord, une opération de saupoudrage dans toutes les zones, surtout les digues et les zones d'eau stagnantes.
aussi la distribution de moustiquaires imprégnés dans les familles, mais aussi et surtout une bonne communication au niveau des populations. Dans sa communication, le ministre a aussi demandé aux populations de faire des dons de sang au niveau des structures de santé pour mieux prévenir la maladie et mieux encore impliquer tous les acteurs de développement communautaire. Pape Khalilouba, Saint-Louis pour Solo Media Group. Après le Louba, sachez toujours concernant cette fièvre de la vallée du Rift qu'il y a eu une surveillance épidémiologique aussi à Kaolack, puisque on craint également dans cette région, même si pour le moment la fièvre est circonscrite dans la région de Saint-Louis, selon le Dr Khadine Ndiaye, directrice régionale de l'élevage et des productions animales à Kaolack. La saison des pluies est propice à la propagation de cette maladie. Elle avance l'élaboration d'un rapport hebdomadaire consacré à la maladie. Et puis nous parlons de Ouest Foire. Sous le choc et la consternation, 5 bébés ont été retrouvés sans vie et abandonnés dans les ordures de la cité Kandahar 2. Une découverte macabre qui remet sur la table la question de l'insécurité dans cette zone sujette au déguerpissement. Plusieurs fois, on a parlé de cas d'agression et ce ne sont pas les transporteurs ou autres taximans qui diront le contraire. C'est un reportage de Mam Sorna Dramé. À Ouest Foire, le quartier est sous le choc. 5 bébés ont été découverts sans vie dans les ordures, en plein cœur de la cité Kandahar 2. Un drame qui révèle les failles d'une situation sociale explosive. Dans ce secteur densément peuplé, les rues sont envahies par les déchets. Les familles vivent entassées, souvent sans eau courante ni assainissement. Pour Moussa Fagnan, délégué de quartier, ce drame n'est pas un hasard, mais le reflet de conditions de vie insoutenables. Il dénonce l'insalubrité, le désordre et l'expansion de la drogue qui gangrènent le quotidien des habitants. Un avis partagé par Cheikh Ahmed Tidiane Diop. Pour lui, l'État porte une lourde responsabilité. Il accuse les régimes successifs d'avoir multiplié les opérations de déguerpissement sans jamais prévoir le plan de recasement. Résultat, les centaines de familles se retrouvent à la rue, livrées à elles-mêmes dans une misère qui s'aggrave de jour en jour. À Ouest Foire, la colère est donc vive. Les habitants demandent une réponse urgente. La sécurité des infrastructures sociales et surtout un programme de recasement digne de son nom. Ils préviennent, si rien n'est fait, ce quartier pourrait devenir, aux portes de Dakar, le symbole d'un naufrage social et humain que plus personne ne pourra ignorer. Et puis nous nous rendons à Ziguinchor où les autorités académiques se préparent activement à la rentrée scolaire prochaine. Des mesures sont prises pour combler le déficit d'enseignants et trouver aussi des solutions aux abris provisoires. Un programme d'urgence a été lancé en présence du gouverneur de la région, Pape Gorgui Ndiaye, inspecteur d'académie de Ziguinchor, revient sur ce programme et le démarrage prochain de la rentrée scolaire. Le voici avec notre correspondant à Ziguinchor, Moussando. J'ai bon espoir que le concept Ubité Djangte peut bel et bien être une réalité dans l'académie de Ziguinchor. Bien sûr, il y aura des exceptions. Il y a quand même des écoles où particulièrement peut-être si les autres... À l'arrivée, on a constaté et on s'est réjoui que des dispositions sont en train d'être prises au niveau des services techniques, ce sont les sapeurs-pompiers, le service d'hygiène, la SONAGED, dans le cadre du nettoiement des écoles. Le gouverneur a formulé des recommandations en demandant d'abord de poursuivre le travail de nettoyage, désinfection et de pompage des eaux qui a été entamé par le service d'hygiène. Le gouverneur aussi a instruit l'ensemble de la communauté à continuer le travail de réparation des abris provisoires. Le gouverneur aussi a donné des instructions pour que le petit matériel, ce qu'on appelle établement le matériel scolaire, soit quand même mis à disposition par les collectivités. L'état des lieux a fait sortir un déficit d'enseignants, un déficit qu'on a géré depuis l'année dernière, mais j'ai quand même dans ma présentation rassuré un peu parce qu'à l'examen des résultats du niveau national, nous avons constaté qu'il y a quand même beaucoup d'arrivées dans l'académie de Ziguinchor. Et nous attendons également des nouveaux sortants. Nous avons bon espoir que véritablement que la situation ne sera pas très alarmante et qu'on pourra continuer à gérer. Maintenant, depuis l'année dernière, on gère le déficit. Il y a des stratégies qui sont déployées pour que véritablement permettre à toutes les classes de fonctionner. Et j'en ai profité aussi pour saluer la disponibilité et l'ouverture d'esprit des syndicats d'enseignants et qui, de concert avec la tutelle, quand même, ont toujours permis de procéder aux réglages nécessaires. Quand je dis réglage, c'est des redéploiements parfois, c'est des réductions horaires. Donc, on a toujours procédé ici pour faire fonctionner les établissements. Mais j'ai bon espoir véritablement que la situation
situation pourra être globalement gérée. Pour les abris, là aussi, je rassure, la situation n'est pas très alarmante parce que nous sommes présentement à un pourcentage cumulé de 11% d'abris. Bien sûr, c'est au niveau de la petite enfance où c'est quand même beaucoup plus accentué avec, je crois, 15% et au niveau du moyen. Mais là aussi, on a rassuré parce que le ministre de l'Éducation nationale vient de lancer un vaste programme d'urgence de résolution des abris provisoires persistants. Et là aussi, on a bon espoir quand même avec l'arrivée de ce projet-là, avec aussi les partenaires, les projets au niveau national comme le PUDC et quand même. Donc, je crois quand même que les abris provisoires pourront être en tout cas réduits, le pourcentage pourra être réduit au cours de l'année prochaine. La rentrée scolaire se donc le 8 octobre. Le concept déjà connu, Obitei Dang Tay, sera effectif. Une assurance de l'inspecteur d'académie de Ziguinchor et appelle les parents à jouer leur rôle pour une rentrée effective dès le premier jour. L'interdiction du téléphone portable dans les écoles est une chose qui sera également appliquée comme le veut le gouvernement du Sénégal à travers le ministre de l'Éducation nationale. L'inspecteur d'académie de Ziguinchor, il est toujours avec Moussa Ndaw. J'ai bon espoir que le concept Ubité Djangate peut bel et bien être une réalité dans l'académie de Ziguinchor. Bien sûr, il y aura des exceptions. Il y a quand même des écoles où, particulièrement peut-être si les eaux persistent, si l'hivernage quand même tire en longueur, il pourrait y avoir quelques... Mais globalement, le concept là peut être une réalité dans l'académie de Ziguinchor. Parce que pour qu'il y ait Ubité Djangate, nous savons qu'il n'y a que 3 élèves. Il faut que les établissements et les écoles soient bien apprêtés pour pouvoir recevoir les élèves. Il faut que les élèves soient préparés pour être à l'école. Et il faut également que le personnel enseignant soit disponible. Je crois que ces 3 conditions peuvent être réunies. Et je lance un appel aussi aux parents. Parce qu'on a l'habitude de constater quelque part une rentrée scolaire sans aucune présence d'élèves dans les établissements. Ça, véritablement, c'est la responsabilité des parents. Les élèves doivent venir le 8. Impérativement, tout parent doit demander à son élève d'être là-bas le 8. Et les instructions que nous avons données à l'administration, c'est qu'avec même 3 élèves, mais le 8, les enseignants doivent démarrer faire cours. On n'attend pas. Ils sont là-bas le 6. Même avant le 6, le travail administratif a commencé. Le 6, déjà, les assemblées d'établissements d'école sont tenues. Tout est fin prêt. On attend que les élèves. Les élèves, s'ils ne viennent pas le 8, il y en a 3, tu démarres. Je crois que donc c'est des instructions fermes qui sont données aux autorités. Avec maintenant cet engouement, cette mobilisation pour apprêter les établissements, on a bon espoir véritablement que ce concept peut être une réalité dans la plupart de nos établissements. Pour la note de l'autorité portant interdiction du téléphone portable dans les écoles et établissements, ça a été un point du débat. Nous, en tant que fonctionnaires, disons, gestion du système au niveau des concentrés, quand une décision de l'autorité quand même arrive, la première réaction que nous devons faire, c'est de voir les voies et moyens pour une application stricte de cette mesure-là. Et nous avons été d'ailleurs instruits dans ce sens. Quand on a reçu la note, on nous a demandé une large diffusion, un partage pour une bonne interprétation de la nouvelle. Nous sommes dans ça. S'il y a maintenant des incompréhensions, on va les lever, mais dire et préciser que cette circulaire ne fait que rappeler ce qui existait déjà. Il était même mentionné dans les emplois du temps que l'usage du téléphone au moment des enseignements apprentis, c'était interdit. Maintenant, la circulaire vient nous rappeler véritablement que nous devons faire appliquer cette mesure-là. Et maintenant, comment on doit le faire? La circulaire également a fait une proposition pour qu'on puisse adapter en tout cas comment gérer vraiment cette interdiction. Mais nous, véritablement, on va veiller à ce que cette structure-là soit appliquée. Et nous parlons politique dans ce journal. Le parti Djefdel de Talasila a organisé à Thiès le 10e congrès de son alliance, une occasion pour Talasila et ses camarades de déclarer la renaissance de ce parti et une décision d'opposer farouchement à toute menace visant la République et ses valeurs fondamentales. Youssou Diop, porte-parole de l'Alliance Djefdel de Talasila. Je vous propose de l'écouter. Nous mettons solennellement aujourd'hui en garde le régime actuel contre les dérives manifestes portant atteinte à la dignité et aux droits des citoyens. Nous dénonçons avec la plus grande vigueur la pratique inacceptable qui consiste à accuser, jeter en pâture et livrer d'honnêtes citoyens à la vindicte d'une meute affamée, d'injures, de mensonges et de calomnies. Nous rappelons que l'état de droit exige le respect de la présomption d'innocence et la fin de toute instrumentalisation politique de la justice ou de l'opinion. Ce régime ne respectera le peuple que par un combat acharné contre ces dérives. Solidarité et unité. Djefdel s'associera à toutes les initiatives de solidarité et à tous les partis politiques, les mouvements citoyens
les mouvements républicains, les républicains authentiques, patriotes authentiques, les populations éprouvées et appellent à la mobilisation de toutes les forces vives pour la défense de l'intérêt national. Un appel à la mobilisation. Le temps du takudjouk. Face aux crises actuelles, économiques, géopolitiques, écologiques et aux dérives observées, la nation sénégalaise est à un tournant critique. Nous appelons tous les citoyens épris de justice, de djam, paix et de natangue et prospérité au takudjouk. Se lever et s'unir pour libérer le pays de toute forme de menace ou de recul démocratique. Le Djofdjel sera désormais une locomotive parmi tant d'autres dans ce combat démocratique, car il y va de la survie de notre nation. Notre mission est de construire ensemble une digue solide, capable de protéger ce qui nous est le plus cher, un Sénégal stable et prospère. Nous déployons une stratégie de massification concrète pour organiser et mobiliser nos militants à la base, afin que le Djofdjel joue un rôle majeur dans la vie politique. Et nous parlons de la nouvelle vision africaine de l'eau à l'horizon 2063 qui sera adoptée. Une annonce faite par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement à l'issue de la 14e session du Conseil des ministres africains en charge de l'eau. Cheikh Tidiane Dièye rappelle que Dakar accueillera en janvier 2026 la réunion préparatoire de haut niveau de la conférence des Nations Unies sur l'eau, co-organisée avec les Émirats Arabes Unis. Ces propos sont recueillis par Khalifa Babacar Fall. Nous recevrons ici à Dakar la réunion préparatoire de très haut niveau avec beaucoup de participants qui viendront pour l'adoption ou l'évaluation, l'analyse et l'affinement des thématiques des dialogues interactifs qui sont déjà adoptés. Et il faudra continuer dans ce sillage pour aller vers la conférence. Donc avec le document de vision que nous avons adopté, l'Afrique aura ce qu'il faut, son référentiel, pour pouvoir parler d'une seule voix, compter sur la scène internationale et faire avancer ses propres besoins, ses préoccupations, mais également partager avec le reste du monde ses expériences, son expertise aussi en matière de gouvernance de la ressource eau pour que nous comptions davantage sur la scène. Exactement, 7h20. Tout de suite, la page internationale. Actualité internationale. Trump qui a publié ce lundi son plan en 20 points pour mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza qui doit encore être acceptée par les partis, prévoyant notamment qu'il préside un comité supervisant la transition dans le territoire palestinien. Cette feuille de route qui tient en une vingtaine de points a été mise au point selon Donald Trump avec le soutien de plusieurs dirigeants arabes et du monde musulman. Il a par exemple cité le roi de Jordanie, le président égyptien, le président indonésien, mais aussi le président turc. Le plan n'exige pas le départ de la population de Gaza et prévoit la fin immédiate de la guerre si les deux parties l'acceptent. Il prévoit également la libération de tous les otages restants dans les 72 heures suivant l'acceptation du plan par Israël, ainsi qu'une fois les otages libérés, Israël relâcherait plus de 1000 prisonniers palestiniens, dont plusieurs centaines condamnés à perpétuité. Le territoire palestinien serait gouverné par une autorité temporaire, technocratique et apolitique, dont le Hamas serait exclu et elle serait placée sous la supervision d'un comité de la paix présidé par Donald Trump lui-même et dans lequel l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair jouerait un rôle. Sachez en tout cas que l'autorité palestinienne dit de son côté recueillir favorablement les efforts sincères et déterminés du président Donald Trump pour mettre fin à la guerre à Gaza et accorde sa confiance en sa capacité à trouver un chemin vers la paix selon un communiqué. L'Égypte, la Jordanie, l'Arabie Saoudite, le Qatar et les Émirats Arabes Unis, la Turquie, l'Indonésie et le Pakistan ont salué le plan de paix du président américain. Dans un communiqué commun, les 8 pays saluent le rôle du président américain et ses efforts sincères visant à mettre fin à la guerre à Gaza et affirment leur volonté de s'engager de manière positive et constructive avec les États-Unis et les parties prenantes afin de finaliser l'accord et d'assurer sa mise en œuvre. 7h22, tout de suite la page des sports. Sport sur Africa 7. Et c'est avec quelques nouvelles en bref, avec la Ligue des Champions, la deuxième journée de la saison démarre ce soir à 6h45. Les affiches à suivre au Vélodrome en France, Marseille reçoit l'Ajax d'Amsterdam à 19h. À la même heure, Inter Milan croisera le Slavia Prague, Chelsea, Benfica, Atlético Madrid, Francfort et Galatasaray, Liverpool. Pafos reçoit les Bavarois, le Bayern de Munich.
Le FK Bodo Glimt et Tottenham vont croiser le fer, le club anglais du jeune Sénégalais Pape Matar Sarr. Ces matchs seront précédés à 16h45 par le duel Khairat Almaty contre Real Madrid et Atalanta Bergame contre le club de Bruges. Voici donc pour quelques rendez-vous sportifs de cet après-midi qui ont été compilés soigneusement par Alamine Senghor, que l'on va retrouver dans un instant puisqu'il nous présente la revue de la presse de ce mardi. Africa 7 90.7. La revue de presse.